Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suis certain qu'il y a des questions. Oui. Attends un petit peu, on va te donner un micro, Adam. Hello. We're all about the online experience, and I'm all for it. And I heard everything that you guys said, but where Amazon doesn't allow the customer experience is when the customer wants to negotiate. Now, we use vAuto. We use all the analytics that we can to determine the best price of our vehicle. We shine the vehicle. We make it the nicest, best price vehicle we possibly can on the internet. And they still want to negotiate the price. Sure. So if you're doing everything by the internet, you have no voice, there's no emotion, it's all just black and white on a screen. You don't even have the customer's phone number, and the customer is asking you, what's your best price? How do you combat that? How is Amazon going to be able to compete with that? And what do we do to answer that type of question, to that type of customer? Sure. I'll take a first pass at this. Je pense que, je sais, à travers des conversations que j'ai eues, qu'ils vont tirer profit de leur marque. Ils vont faire les chars usagés en premier. Ils vont faire des choses très similaires à ce qu'on a fait dans l'industrie depuis plusieurs années, de vendre un prix de 12,95, un escompte sur le prix Amazon de 10,9. Il n'y aura pas de négociation. Je partagerai avec vous qu'il y a beaucoup de concessionnaires aux États-Unis qui ont une philosophie à un prix unique. Et si vous êtes d'accord avec ça ou pas, je pense que où on se dirige dans cette industrie, que ce soit de nouvelles autos ou autos usagées, c'est un espace où on enlève beaucoup des négociations. Parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui établissent des prix comme ça, qui tiennent la ligne. Quand le client dit quel est votre meilleur prix, ils ont des outils et des points d'interaction pour avoir une validité dans le prix qu'ils montrent en ligne, et c'est le seul prix pour lequel ils vont vendre l'auto. Et ils maintiennent la profitabilité, le menu FNI et la profitabilité en arrière-boutique. Et le client peut choisir et maintenir une profitabilité FNI de 1 000 $ en arrière-boutique qui laisse le consommateur à choisir leur produit FNI et après marché. Et ça semble très controversé, basé sur notre histoire dans l'industrie. Les données appuient que c'est là vers on s'en va. Dave est d'accord avec moi et on a le même barbier. Kevin a le plus de cheveux, il gagne. L'exemple Tesla aussi. J'ai acheté une Tesla par accident parce qu'il n'y a pas de négociation. J'ai acheté un modèle démo. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé la friction où on met le carte de crédit pour mettre un dépôt et ensuite on passe à travers les prochaines étapes. J'ai pas essayé, j'ai pas fait de démo. Je suis allé en ligne. Il n'y a pas de place à négocier. Alors, au niveau du changement de paradigme, on voit que quand l'industrie accepte qu'il n'y a pas de négociation, c'est un produit à prix fixe. Les consommateurs vont commencer à faire ça aussi parce qu'on ne négocie pas avec Tesla. Ce qu'on a, c'est ce qu'on achète et c'est le prix qu'on paye. Et c'est une question de financement à ce moment-là seulement. Et c'est une transaction assez simple. On a pu faire ce processus. L'auto est livré, tout est réglé. Et je ne veux pas cette volonté de négocier dans le processus. Je pense que j'ai vu qu'on m'a convaincu que j'avais un bon prix pour un bon produit. C'est un exemple de l'industrie qui change et ce qui est difficile. Bien sûr, Tesla offre un modèle limité de configuration, de modèle mix, et ça peut porter à confusion pour le consommateur. Le 8 A3, A5, A5, RS5, il y a tellement de variations et d'options disponibles. Si c'est sur ce, on négocie les additions aux produits de base. Et c'est le consommateur sur les manufacturiers. Il faut simplifier le produit
pour que ce soit plus facile d'enlever ce point de négociation. Les clients savent où ils sont et je veux acheter ce modèle, je veux payer ce prix, je ne veux pas y penser, c'est un gros achat, mais je blague toujours sur la résidence. Vous passez plus de temps à choisir votre auto de 20 à 40 000 que vous passez dans la maison que vous allez acheter pour élever votre famille. Peut-être que vous allez faire une visite, regarder ça rapidement, et ce serait une transaction de 300 000, 600 000 des fois, que vous n'avez pas passé beaucoup de temps là-dessus et vous passez beaucoup plus de temps à choisir votre auto. Donc, comme industrie, il faut simplifier le produit et ça va simplifier les transactions aussi. Je crois qu'on s'en va vers une ère où la négociation sera beaucoup moindre et il y en aura à peu près pas. Line. When a customer calls in or sends a lead, it's to talk about price. It's not about to get more information on the. C'est pas une question d'avoir plus d'informations sur le prix. Quand on appelle, quand on leur répond et dit que c'est pas négociable ou on leur donne la meilleure réponse possible et essayer d'aller par là vers la façon Amazon de ne pas négocier le prix, ça semble souvent, ils vont appeler le prochain concessionnaire tout simplement ou ils vont envoyer un autre lead et essayer de faire une offre sur le véhicule et c'est le même client encore et on n'avance pas sur les ventes et on a tous les outils à notre disposition via auto et autres et nous assurons que c'est le meilleur prix, que l'auto est belle et tout, mais il semble que le client veut quand même négocier. Alors ma question, c'est comment est-ce qu'on fait ça s'il veut négocier, s'il veut absolument négocier, est-ce qu'on accepte ou on reste avec la mentalité Amazon et Tesla et ne pas négocier ou risquer perdre le client? On est où avec ça? Ben, écoutez, je pense que c'est un défi où on se trouve aujourd'hui et le chemin à suivre pour arriver à une éventualité où on change la perception du client sur le processus d'acheter une auto. Et c'est un gros défi. Ne vous trompez pas, on a conditionné le consommateur qu'on va négocier. On leur a appris que c'est ce qu'on va faire. Alors, à un moment donné, c'est de notre faute. Mais sans entrer dans la minutie des détails, j'encouragerais tout le monde à répondre aux questions du consommateur, indépendamment du niveau de détail. Parce que si on répond aux questions avec « venez me voir et je peux vous dire combien vaut votre auto, venez me voir et je vous donnerai notre meilleur prix », cette mentalité, je vous assure, vont les repousser vers d'autres concessionnaires. Alors, je dirais que dans ce chemin vers la transparence, on investit à répondre aux questions et armer nos vendeurs avec le plus d'outils possible pour répondre à toutes les questions possibles de nos clients. C'est comme ça qu'on gagne la confiance. C'est la seule façon de gagner la confiance. Je veux juste ajouter que c'est une occasion de retourner à raconter notre histoire. Si le consommateur cherche du contenu dans le site Web, on peut commencer à les éduquer. Voici pourquoi on préfère aller à une solution à prix unique. On pense que c'est meilleur pour vous. C'est pourquoi on pense que l'avenir de l'automobile, c'est ci ou ça. On peut publier des informations et c'est un peu exagéré on pense que c'est exagéré pour produire du contenu, d'engager quelqu'un pour produire du contenu sur le site web, mais on peut éduquer les clients comme ça. Et je peux dire aussi, est-ce qu'on peut ajouter plus d'informations? Est-ce que vous pouvez avoir du service additionnel, des pièces additionnelles? Est-ce que vous pouvez ajouter de la valeur pour que le prix soit moins une question, avoir un meilleur package pour qu'on puisse peut-être avoir moins de négociations et offrir plus de valeur? Quand Amazon regarde ça, vous avez regardé un produit chez Amazon et vous avez acheté deux produits. Parce que si on sait que quelqu'un va acheter un véhicule, on sait qu'ils vont avoir besoin de services. Mettez ça dans le forfait pour qu'on puisse encourager le service aussi. Mais ça, c'est une côté des choses. Mais ça va être un autre processus d'éduquer les clients. Mon père n'achètera pas quelque chose en ligne avec une carte de crédit, mais là, on parle d'utiliser notre téléphone pour acheter de grands items. Alors, c'est un peu un changement générationnel aussi. Il y aura une population qui va toujours vouloir négocier. C'est comme ça qu'ils ont fait dans le passé. Ils vont toujours le faire, mais on va commencer à voir ça dans la prochaine décennie. La négociation, il va y en avoir moins. Je vous donne des exemples tangibles de ce que vous pouvez faire demain. Je vais continuer sur ce qu'il a dit. Apprenez d'autres industries.
On pense à régler des problèmes, comment on compose avec les clients qui nous avons un lead, qui nous appellent au téléphone, donnez-moi notre meilleur prix. C'est ce qu'on a conditionné comme réponse. Apprenez des Apple et d'autres industries. Le téléphone ne vous coûte pas 1 000 $, ça vous coûte 31 $ par mois. Alors, on a les outils pour générer ce genre de contenu et ça va changer la conversation, l'amener ailleurs et nous remettre en position davantage. Combien de chats vous faites en cash? Quel est le pourcentage de clients qui viennent vous écrire un chèque et qui achètent une auto? C'est moins que 10 %. Alors, l'autre 90 % vont acheter par paiement. Et il faut commencer la conversation autour du paiement mensuel. C'est cet écosystème, de ce point de référence. Les prochaines questions doivent être faciles. Vous avez fait peur à Kevin. Kevin, oui, Kevin. Donc, en fait, la question est très simple. On a référence à beaucoup de différentes statistiques, beaucoup de différents analytics. Quelles sont pour vous les statistiques les plus importantes côté concessionnaire? Quelles sont les statistiques sur lesquelles on devrait mettre le plus d'emphase? Donc, c'est So une the question question is, relativement simple. there's a lot of statistics available, a lot of KPIs. So what are the most important KPIs that dealers should focus on to take good decisions? I think in absence of having to make a bunch of En absence à faire d'autres investissements, étant donné les outils qu'on a aujourd'hui, regardez combien de visions VDP vous avez. C'est la meilleure unité de mesure qu'on peut utiliser. Combien de VDP est-ce que vous avez? Parce que peut-être qu'ils vont regarder multiples véhicules, mais du côté variable des informations, on veut que le consommateur aille au VDP. Ça veut dire que j'ai marchandisé l'inventaire comme il faut et j'ai donné de l'incitatif aux clients de vouloir en apprendre plus. Au niveau des opérations fixes de votre entreprise, regardez le contenu et la facilité avec laquelle ils peuvent céduler un rendez-vous de service chez vous. Ce seraient les deux endroits où j'investirais immédiatement temps et effort. Le VDP, ça revient au contenu et à l'histoire qu'on raconte. Les gens qui font des sites web veulent vous garder sur le site web le plus longtemps possible. Et on veut penser à ça de la même façon. On publie du contenu qui est le véhicule. Notre intention, c'est que quelqu'un vienne voir le véhicule, regarde le véhicule, reste longtemps sur le site web. Alors, c'est une vision VDP et là, les KPI autour de ça, des indicateurs clés de performance. Combien de temps est-ce qu'ils ont resté sur la page? Combien de VDP est-ce qu'ils ont visité au total? Et là, on peut regarder la qualité de la vision VDP. Mais il n'y a pas, pour le point de Daniel, CTR, les autres, c'est... Écoutez, tous les vendeurs vont dire, on peut vous avoir un meilleur CTR, mais notre coût par lead, et on a entendu ce qui se passe avec ça. VDP, j'ai quelqu'un qui regarde mon véhicule et ils sont engagés dans ce produit, la page de véhicule. J'ai travaillé dans le commerce, l'e-commerce, le vertical. Plus on regarde le produit, plus ils ont l'intention d'acheter. Et on veut attirer l'attention sur le produit. Et on a regardé avec les fabricants automobiles aux États-Unis, on veut 140 VDP pour vendre une auto. Alors, on a bâti notre publicité autour de ça. Il faut que les concessionnaires aient 140 VDP à répétition et on peut quantifier qu'est-ce que ça coûterait pour vendre un véhicule dans un marché en particulier. Certains marchés sont différents de d'autres. Un A3, peut-être, c'est différent d'un A7, mais pensez-y comme autres, dans les autres industries. Chez Amazon, par exemple, on va regarder le plus de produits possible, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que les vendeurs au détail veulent, de regarder le produit le plus possible et passer le temps sur le site web le plus possible. Et ça, c'est universel. Recherche, regarder sur Internet. On peut tous travailler avec le VDP. CTR, c'est bon pour le recherche, mais pas bon pour afficher le produit. Alors, VDP, ça centralise tout à un KPI commun. Encore une fois, pour renchérir là-dessus, si nos amis ici de Google, pour paid search, je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il faut dépenser de l'argent sur paid search, mais sur les recherches payées, les mots-clés. Mais soyez au courant de market share, de part de marché ou part d'impression, parce que c'est du langage codé. Ça va vous coûter plus cher. Combien de ces impressions se sont traduites à un VDP? Et c'est une bonne unité de mesure. C'est ça qu'il faut demander comme question. J'ai deux questions. La première pour Luc. Absolument. Donc, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, la conférence, on a aussi filmé la présentation. On va vous la faire parvenir au début du mois de décembre. Merci. Next question is for the guest speaker.
La prochaine question pour nos conférenciers. Je travaille en auto-usager pour les manufacturiers depuis 9 ans maintenant et je fais des clients mystères de la formation et j'ai vu des changements, mais on est encore dans le monde de est-ce que je ferais ça? Si je fais ça, est-ce que vous achèteriez? Ma question, c'est quelle est la structure que vous voyez chez les concessionnaires pour l'avenir? Et si vous connaissez Sean Bradley aux États-Unis, il a travaillé beaucoup avec les concessionnaires, il a sa propre structure. Peut-être qu'on peut prendre exemple de ce qu'il fait aux États-Unis, mais qu'est-ce que vous voyez? Parce que je vois encore beaucoup de textes courriels qui ne sont pas répondus ou on parle de notre concessionnaire au lieu de répondre à une question et on essaye de vendre un rendez-vous. Mais j'ai vu différentes façons de faire affaire et une façon totalement différente. Et j'aimerais que vous donniez des exemples que vous voyez aux États-Unis et au Canada de façon proactive. On n'est pas mieux, je dirais. Je dirais qu'on est pire aux États-Unis. On a beaucoup à apprendre, nous aussi. J'ai travaillé avec un ancien boss qui disait on ne devrait pas répondre au téléphone à notre concessionnaire parce que si on répond au téléphone, on va parler au client et on va le décourager de venir nous voir en personne. Si on laisse sonner le téléphone, peut-être qu'ils vont penser qu'on est tellement occupé qu'on doit y aller en personne. Alors, c'est une bonne façon de voir les défis dans notre industrie. Et je dirais qu'il y a tellement de points de vue différents sur de quoi a l'air l'avenir et quelle sera la structure de notre concessionnaire dans 2, 3, 5 ans qui varie de gérer des technologies par AI, par intelligence artificielle, à un point de contact, un guichet unique, une personne de vente, c'est aussi le FNI et ils sont le point de contact avec le consommateur. Indépendamment de où on se trouve et à l'avenir et le chemin qu'on va prendre, je vous encourage à investir dans votre personnel. C'est le plus gros défi qu'on a dans l'industrie. C'est indépendamment de ce qu'on décide de faire au niveau de technologie et investissement, le taux de roulement tue notre industrie. Parce que aussitôt que je forme tous les gens à mon concessionnaire à utiliser tous ces outils qui sont très chers sur comment les utiliser pour mieux s'engager avec nos clients, 65-70% quittent le mois prochain et je recommence. Alors, c'est pas difficile à comprendre pourquoi on a une mauvaise expérience client parce qu'on n'a pas créé un environnement où on peut retenir les meilleurs employés. Alors, je veux pas essayer de m'échapper de répondre, mais c'est le défi qu'on a, c'est d'habiliter notre personnel, nos conseillers, nos vendeurs, leur donner les outils qu'ils ont besoin pour avoir du succès, sinon ils vont quitter et ce sera une grosse perte de temps. Oui, je suis d'accord au niveau du roulement des employés. Si on regarde les meilleurs restaurants, ils ont des serveurs qui sont là depuis des années et des années. Ils font carrière là. Et je dirais que bâtir une carrière pour vos professionnels, pour vos employés, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que vous voulez garder vos employés à vie et ils vont bâtir des relations à vie avec vos clients. Ils vont des fois changer de marque d'auto, mais certains concessionnaires ont plusieurs marques. Alors, si on va aller de Volkswagen à Audi, par exemple, la plupart des groupes de concessionnaires peuvent faire ça. Oui, on peut vous amener à différents marques, mais on veut garder la relation forte et ça va aussi se traduire dans la communication client. Le consommateur, on avait un téléphone régulier, un téléphone mobile, plein de fonctionnalités. C'est pas important pour eux. Ils vont vous contacter de quelque façon que ce soit. Alors, si on met notre concessionnaire en ligne et dans les médias sociaux, on a des nouveaux canaux de communication. Là, il faut commencer à penser à comment est-ce que je mesure ces canaux de communication. Au lieu de vous inquiéter du CTR, combien de personnes nous ont contactés sur Facebook Messenger, combien de personnes nous ont contactés à travers des SMS, combien est-ce qu'on a des pistes sur ces communications? Parce que si ce représentant de vente va passer 6 mois avec vous seulement, texte les clients à répétition, devinez quoi? Ils ont pris un système personnel CRM au prochain concessionnaire. Ils peuvent contacter tous ceux qui les ont textés. Et là, vous êtes en compétition avec ce vendeur qui est allé ailleurs, qui a bâti une relation d'un
un à un, une relation personnelle avec vos clients. Alors, comment on gère ces canaux de communication? Si on a une personne qui va rester chez nous 10, 15 ans, leur fidélité sera immense et ils vont bâtir la marque avec vous. Et c'est, je pense, une façon de voir les choses. Pensez à Apple, Google, ceux qui retiennent les employés longtemps. Les concessionnaires vont avoir l'air de ça et traiter nos employés comment on traite nos clients. Ce qu'ils pensent des fameux pop-up et les demandes de meilleure prise, qu'on serait mieux de tout éliminer ça justement pour pas rentrer dans dans la négociation d'avance où les vendeurs de sites web nous disent c'est comme dire bonjour à notre client quand il rentre dans la salle de montre. C'est ce que je voulais savoir, qu'est-ce qu'il en pensait. So the question is, what do you think, guys, of pop-ups that are showing up as a first contact to potential consumers getting on a website? So all those pop-up that are sometimes bring people to ask for a better price and stuff like that. They don't work on this, so we've lost 50% of them right away. Pas là-dessus, alors on a perdu 50% tout de suite. Les pop-up sur le mobile ne fonctionnent pas bien. Et je compare ça à quelqu'un qui me dit il y a des années, j'étais dans une autre industrie, j'aurais dû mettre un pop-up sur mon site. On fait peur aux gens pour qu'ils viennent chez nous. Première chose, on arrive chez le concessionnaire et quelqu'un saute devant vous avec une grosse affiche, 10% de rabais. Je voulais juste dire bonjour, c'est tout. Non, alors j'aime pas les pop-up. Je pense pas qu'on devrait les utiliser. On n'a pas besoin de déranger les consommateurs davantage. Il y a de meilleures façons de leur présenter l'information et on peut les amener chez nous de d'autres façons. Avoir un message d'accueil sur notre page bienvenue à notre concessionnaire avec plein de vidéos, plein de contenu, c'est ce qui va les intéresser. Je pense que les pop-up vont envoyer le mauvais message et la plupart vont les fermer. Ils ne peuvent pas trouver le X pour les fermer et ils vont fermer la page et ils ne reviennent plus. Pensez comme un consommateur. Combien d'entre vous ont été à un magasin de linge et on rentre et on regarde le linge et le représentant de ce magasin vient vous voir. Est-ce que je peux vous aider? Je viens juste d'arriver. Pouvez-vous arrêter de me pousser? Arrêtez d'être agressif. Je vais venir vous voir. Ça nous rend inconfortables. C'est ce qu'on fait avec les pop-up. On vient d'arriver et là, on est vraiment en train de nous pousser trop agressif. Donnez-moi votre nom. Je vais vous... Non, moi, je serais direct. J'arrêterai tout ça immédiatement. Arrêtez tout ça. Ces compagnies doivent trouver autre chose pour innover et attirer des clients. C'est pas bon pour l'expérience client, les pop-up. Ils commencent la conversation avec « Voici 500 $ de rabais ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas utile. Si le crédit est le plus important, être moins de 300 $ par mois, c'est mon objectif pour vendre le véhicule. Quelle différence ça fait si je sauve 500 $ ou pas? Ça n'a pas de sens. Alors, j'enlèverai ça immédiatement et il ne fonctionne pas sur les téléphones mobiles de toute façon pour 50% de la population. Are there any other questions? Alors, oui, on a une autre question. Micro. Je commence. More and more, because of the digital age. De plus en plus, à cause de l'ère numérique, les seules personnes qui peuvent servir nos clients, c'est la jeune génération, parce qu'ils doivent être bilingues à l'écrit et à l'oral. Et ils doivent pour avoir de belles personnalités. Oui, j'ai une jeune là-bas. Avoir la meilleure expérience client, il faut avoir les clients qui gagnent entre 80 et 100 000 $ par année. Et c'est de plus en plus la norme. Je fais pas 100 000 $ par année. Le gars a 28 ans, c'est encore un jeune. Je fais pas 100 000. Bon, je vais aller vendre ailleurs. Alors, on est sous pression de plus en plus pour avoir le meilleur prix, les plus belles autos, le plus beau concessionnaire. Les marges sont de plus en plus basses et le personnel qu'on a besoin pour servir les nouveaux clients coûte 2 à 3 fois plus que ce que ça coûtait il y a 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait
Quelle est la recette magique? Est-ce qu'on fait comme les magasins Apple, avoir un jeune en avant avec un iPad? C'est exactement ça ce que j'allais dire. Combien d'entre vous est allé à un magasin Apple? Vous allez dans le magasin, ils ne vous attaquent pas. Si vous avez besoin d'aide, les gens que vous voyez ont tous des chandails bleus. Et j'ai été dans beaucoup de magasins Apple. Et si j'avais un concessionnaire aujourd'hui, j'engagerais tous ces gens-là pour venir vendre pour moi parce que c'est des bonnes personnes pour l'expérience client. Ils posent les bonnes questions, identifient les bons besoins, trouvent et expliquent les produits complexes de manière simple. Ils vulgarisent bien. Ils ne sont pas payés à commission si j'achète ou pas. C'est un gros problème dans notre industrie. Et on ne paye pas de gros salaires pour ces gens-là. Alors, je dirais que le meilleur type de personne existe et ils n'ont pas besoin de faire de 80 à 100 000 $. Ils travaillent dans une autre industrie parce qu'ils trouvent que cette industrie est plus amusante et plus alignée avec leur cédule et ce qu'ils aiment faire et leur passion. Alors, encore une fois, il faut penser différemment sur comment on a pu régler ce problème traditionnellement et penser à comment est-ce que je recrute et j'engage et que je retiens plus de gens comme ça avec les chandails bleus ou Best Buy ou Nathaniel, par exemple, le serveur. Allez au restaurant, allez aux hôtels. Ces gens sont habitués de travailler longtemps, le soir et les fins de semaine et ils sont exceptionnels en termes de service et ils font pas d'argent. Ils font des types seulement. Alors, les gens existent. Il faut aller les recruter, les amener à notre industrie. Il faut juste essayer de penser différemment sur où les trouver. Parce que si vous mettez des annonces sur LinkedIn et vous trouvez des gens qui veulent faire 100 000 $ par année, ils vous quittent dans 30 jours. C'est inaudible pour l'interprète. Yeah, and they could be. Et ils peuvent. Une chose à regarder, c'est que comment est-ce que vous éduquez le consommateur sans parce que beaucoup des autos sont là avec un petit collant et c'est toute l'information qui est disponible. Alors, dans votre concessionnaire ou peut-être ailleurs, vous pouvez mettre un kiosque ou un système iPad, permettre aux consommateurs d'en apprendre plus sur le véhicule sans être obligé de parler à quelqu'un nécessairement. Ça ne veut pas dire que la technologie va remplacer le personnel, mais je pense qu'on dépend un peu trop sur quelqu'un qui doit parler aux consommateurs sur tous les aspects du véhicule versus permettre aux clients de découvrir par eux-mêmes au concessionnaire. Et c'est ce que Apple fait très bien. Les démonstrations sont là, toute l'information est là, l'iPad est là. Souvent, on n'est même pas obligé de parler à un vendeur parce qu'il y a tellement d'informations disponibles qu'on peut trouver de l'information nous-mêmes sur les autos, sur les sites du manufacturier, ailleurs. Je ne sortirai pas la technologie. Non, je dirais comment on peut utiliser la technologie pour améliorer la capacité de notre personnel. Peut-être si vous avez 5 vendeurs, vous pouvez en avoir 4 en ayant un meilleur marchandisage et une meilleure information, plus de technologie. L'information est là, mais on ne doit pas dépendre seulement des collants sur le véhicule. On veut que le client aille de façon linéaire et regarde l'information et on ne peut pas s'attendre à ce que le client soit excité juste par un collant versus s'ils vont à une auto, il y a un iPad sur un lutrin, ils pèsent sur Play, ça monte le véhicule. Tesla fait un bon travail là-dessus dans leur concessionnaire. On voit l'auto en action, on voit des vidéos, on a plus d'informations et ça commence à remplacer un peu le vendeur dans le processus. Alors, je regarde la technologie comme outil pour améliorer l'environnement de vente et s'ils sont prêts à aller plus loin, assurez-vous qu'il y a un vendeur de disponible. Oui, c'est facile à dire, moins facile à faire. Oui, définitivement pas dans les autos usagées. Merci. Me, let's get in a workout here. Bonjour tout le monde, Véronique, une représentante. Guys, we're talking about VDP, how important it is for the content, but beside that, can we improve the VDP, the look and feel to improve the conversion on that page? How can we manipulate the buttons or more information to be able to get more precise data about the time they spend on it, etc.? So any ideas is welcome, or welcome. Yeah, I would say it's a great question too, because we hit on VDP earlier. We don't spend a lot of time on those pages, right?
We're worried about On passe pas beaucoup de temps sur ces pages, ça va popper. Soyez sûr de marchandiser la page accueil, mais la plupart de nos annonces numériques amènent les gens au VDP. Le VDP ne change pas vraiment. Il y a une occasion de tester tout ça, mettre un message. Et sur le VDP, un vendeur, l'information du vendeur, contacter Jim, notre spécialiste concessionnaire. Si on met moins l'accent sur le prix, si on met une vidéo, par exemple, dans le VDP, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, c'est bon dans le numérique, c'est qu'on peut faire plusieurs scénarios, les tester et trouver qu'est-ce qui donne le meilleur résultat. Alors, ne laissez pas ce page VDP rester là vide. Essayez différentes choses, ajoutez des choses parce que c'est notre point de contact. C'est dans 10 ans, ce sera où un consommateur va aller et peser sur acheter. Et c'est le point de contact comme Amazon avec Prime et il teste ces pages énormément. Il change les choses constamment chez Amazon avec comment la page est faite, mais n'ayez pas peur de montrer ces pages, montrer des vidéos, montrer plein d'éléments, plein d'informations qui sont des choses que les gens regardent pour acheter. Je vous donne un exercice. Tout le monde devrait aller à la page VDP sur votre mobile. Et encore une fois, mon ami Tim Rees chez Google a parlé de friction. À chaque fois que vous devez zoomer ou tourner votre téléphone, il compte ça comme point de friction. Et on veut enlever les points de friction. Alors, si on pense à l'extérieur de notre industrie et on pense à Amazon, les VDP marchandisés, combien de fois est-ce que je dois défiler sur la page, zoomer, pour trouver les choses importantes pour moi. Comptez. Et c'est un bon exercice pour vous aider à simplifier l'expérience. Vous êtes déjà occupé, vous avez déjà consacré presque 3 heures de votre journée à venir ici, puis on vous en remercie beaucoup. Donc, je prendrai une dernière question, puis après ça, on va vous laisser aller pour votre journée. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Micro, s'il vous plaît. J'aimerais ça faire référence aux véhicules d'occasion et non pas le neuf. Évidemment, dans le domaine des véhicules d'occasion, on s'entend que la majorité des acheteurs aujourd'hui magasinent sur le web. Et je suis convaincu que la majorité des concessionnaires d'aujourd'hui aimeraient ça avoir un prix transparent. Mais j'ai ce sentiment-là qu'on se fait mal nous-mêmes parce qu'on est constamment en train de réduire les prix dans le but justement d'avoir un prix transparent, non négociable. Donc, moi, je réduis mon prix et là, la compétition se sent dans l'obligation de réduire le prix encore plus pour la simple et unique raison que si son annonce apparaît sur la 2e ou 3e page de n'importe quel site, l'annonce n'a aucune valeur. C'est un peu l'exemple de Google. On dit souvent la meilleure façon d'enterrer une annonce, c'est si elle apparaît sur la 2e ou 3e page. Donc souvent, présentement, dans la vente de véhicules d'occasion, on fait face exactement à cette problématique-là. On affiche tous nos véhicules sur Kijiji, AutoHebdo, et c'est des plateformes extraordinaires. Mais on se ramasse toujours à se faire mal nous-mêmes en ayant justement des prix transparents et très bas. Et là, on se sent obligé de continuer à baisser nos prix dans le but justement d'apparaître sur les pages les plus importantes. Donc, comment faire face à cette problématique-là? Et je pense que ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des concessionnaires. On veut être transparent, on veut afficher nos meilleurs prix, mais on se ramasse à se faire mal nous-mêmes. Donc, comment régler cette problématique? That's a long question. You can keep the mic. So, to summarize, first, it's targeting used car transaction. So what he's saying is that there's like a race to bottom related to transparency, right? We share the details, we share the price, then we reduce our price, other dealers are reducing their price, and then it's a dead end, right? So there's no way out. So how can we face that challenge? What are your tips, your advice to manage that challenge that everybody is pushing others to go with lower and lower prices, and to appear on the first page on these third-party websites? well, stop selling cars and sell phones. No one worries about that. It's amazing. De vendre des autos, vendre des téléphones, c'est pas inquiétant dans l'industrie des téléphones, mais dans d'autres industries, on va pas avoir un employé Apple. Quelle est votre marge là-dessus? Si je vous donne 10% de moins, achèteriez-vous?
est-ce que vous le prendriez? Alors, on est conditionné. On ne va pas au restaurant et dire, est-ce que vous pouvez me donner 15 de rabais sur mon repas? Le prix sur le menu, c'est le prix. Et s'il y a une promotion, c'est séparé. Alors, notre industrie, on est attaché à ça. Je suis arrivé tard dans l'industrie, mais ça m'impressionne encore, les négociations sur les sites web, sur l'inventaire, sur les publicités. On ne négocie pas ces choses. On a le coût, le produit coûte tant et c'est tout. Et c'est partout dans l'automobile, les vendeurs et tout le monde. Alors, ça commence avec le changement. Il faut qu'on puisse exemplifier le changement. Quand on arrête de négocier avec les vendeurs web, quand on arrête de négocier avec les consommateurs, c'est tellement pervasif, c'est tellement omniprésent dans l'automobile et je parle d'expérience. Votre billet d'avion, ça coûte ce que ça coûte. On peut rafraîchir, essayer différentes parties de la journée. Il y a plus de transparence qu'avant, mais c'est plus une question de quand on achète et quand on veut voyager parce qu'il y a un nombre limité de billets d'avion. Mais c'est une industrie où la négociation est incluse dans à peu près tout. Nous, comme industrie, et vous, comme concessionnaire, il faut arrêter de faire ça. Mon conseil, c'est arrêter de négocier. Essayez pas de négocier avec tous vos vendeurs pour avoir un meilleur deal. Parce que là, c'est un changement de paradigme qu'on veut exemplifier pour arrêter la négociation comme étant le point central de tout ce qu'on fait. Tout le monde va faire de l'argent. On comprend. Tout le monde a des marges. Et on sait que ça, c'est. Je veux pas trop simplifier les choses, mais on négocie pas avec Google sur nos pages web. On négocie pas avec Facebook sur ce qu'ils chargent. Ils chargent un prix, on le paye. Si ça fonctionne pour nous, tant mieux. Alors, j'y crois. Je pense qu'il va y avoir des changements de paradigme dans l'industrie. Comme vous avez dit, la compression des prix, ça devient des marges de plus en plus basses. Idéalement, ça facilite la vie pour les services et les pièces servir le client et il regarde des produits adjacents. Alors, on ne vend pas juste une auto, plus on est impliqué plus dans les aspects de la vie du client. On leur aide, les aide avec l'assurance, avec différentes choses qui touchent à leur auto. Alors, il faut sortir de cette pensée négociation et penser vraiment au juste prix du marché et la valeur ajoutée. Je suis d'accord. Alors, merci beaucoup. J'aimerais ça qu'on applaudisse nos conférenciers. Thank you all.